avec vous. Donc sans attendre, j'invite Philippe Retière à passer en tribune et à nous expliquer déjà qui il est, d'où il vient, que représente sa filière, en quelques mots, et la Fédération des maraîchers nantais, mais aussi en quoi son métier de maraîcher, sa profession, sa filière est traversée par le numérique aujourd'hui. Merci. Bonjour, merci. Oui, on m'a demandé d'intervenir sur la place du numérique dans le maraîchage nantais. Ça m'a fait bizarre d'être sollicité sur cette question-là, parce que moi, ça fait plus de 35 ans que les données circulent, que ça passe dans tous les sens, que les évolutions technologiques avancent. Mais je trouve que c'est vrai qu'on est dans une période forte de mutation. Alors, le maraîchage nantais, moi je suis donc producteur de tomates sous serre. Je vous expliquerai un petit peu ce qui est le développement du numérique chez nous. Plus globalement, le maraîchage nantais, ce sont d'abord des hommes. Il y a à peu près 4000 emplois directs sur le secteur, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 entreprises, des produits leaders sur le marché national et européen, donc avec du concombre pour 25 000 tonnes, du poireau pour 20 000 tonnes, de la mâche, forcément, qui est la production emblématique du secteur des Pays de la Loire pour 35 000 tonnes, mais également du radis pour 30 millions de bottes de radis, donc vous imaginez par français ce que ça fait, et puis 50 000 tonnes qui nous placent dans le rang de tête de la production de tomates en France, avec des marchés ouverts notamment sur tout le territoire français, mais aussi Espagne, Italie, Allemagne, un peu moins l'Angleterre parce que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et puis une production plus emblématique que celle du muguet, puisque 90% du muguet est fait à Nantes, et donc environ 60 millions de brins. Et là, on peut dire qu'on est leader intersidéral, parce que comme c'est assez français, on est assez fiers de nous. Les évolutions passées récentes du métier de maraîcher, le numérique, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Donc, largement présent, quasi devenu invisible, puisque c'est notre quotidien, le quotidien étant celui de notre smartphone, et on oublie qu'il a été créé par le numérique et qu'il est encore numérique, qui vit avec nous, parfois peut-être même un peu trop, mais ça a commencé comme ça. Donc il y a 25-30 ans, on était déjà sur les machines en imagerie et calibrage, par exemple du muguet, donc la détection, les outils de détection et puis les outils de pilotage pour le tri. Ce sont des programmes à l'époque qui étaient impossibles à réaliser à l'échelle d'une entreprise, et ce sont les producteurs de muguet eux-mêmes qui ont investi dans la recherche et le développement pour ce type de machines. Les innovations historiques et celles qui perdurent et celles qui aujourd'hui vont en développement par des mutations sont celles du contrôle d'humidité du sol, les sondes capacitives. Donc une sonde capacitive, tout le monde voit bien à peu près à quoi ça peut ressembler. Le plus difficile, c'est l'appropriation des données, les engranger, avoir des outils d'aide à la décision. Et aujourd'hui, on a des programmes sur des sondes capacitives qui regroupent à distance l'ensemble des données pour pouvoir faire de meilleurs pilotages, mais aussi l'échange entre les producteurs. Donc les logiciels de pilotage qui vont avec, forcément, et puis demain les automatismes pour piloter les irrigations. Et toute la stratégie intermédiaire, c'est de savoir quelle est la place de l'humain dans tout ça. Ça a été évoqué dans les interventions précédentes. Le pilotage du climat sous serre. Bon, je pense qu'ici, même les étudiants de l'ESA connaissent bien ça, puisqu'on en accueille quand même beaucoup. Notamment les outils de mesure. Alors, on distingue bien dans le numérique, nous, ce qui est du ressort du capteur, ensuite de la récupération de la donnée, du traitement de ces données, mais aussi son utilisation, c'est-à-dire comment on l'intègre dans nos outils de pilotage derrière pour pouvoir faire un élément décisionnel, mais voire même un élément de pilotage. Donc il y a plusieurs strates au numérique, et on s'aperçoit que les outils de pilotage passent par des phases assez longues, de 4 à 5 ans, seulement sur des outils d'observation et d'aide à la décision avant des outils de pilotage. Parce que parfois, il y a même des retours en arrière technologiques. Donc, des balances, des pesons, des caméras, des capteurs d'humidité,
Tout ça intégré dans des modèles un peu intelligents qui nous permettent d'aller jusqu'à la définition de la croissance de la plante, voire même le taux de matière sèche créé par jour, avec des outils de pilotage climat, chauffage, aération, irrigation, enfin tout ce que vous pouvez imaginer pour le confort de la plante. Il nous manque quand même quelques pistes sur un certain nombre de capteurs. Alors on a bien sûr les infrarouges, le visuel, le numérique, bien sûr, en termes de technologie. Mais il manque l'olfactif, notamment, qui est aujourd'hui peut-être une piste de demain en ce qui nous concerne sur la question des pathogènes. Comment on peut regarder encore le numérique chez nous? Bien sûr, l'imagerie, beaucoup dans le conditionnement, avec des systèmes de tri automatique par vision. La traçabilité des pratiques également. Conditions d'intervention, suivi des temps de travaux. Aujourd'hui, on arrive sur une surface donnée, à savoir qui intervient, pourquoi il intervient, signalement d'un défaut en direct, et possibilité d'intervention. Alors quand on parle de la réduction des produits phytosanitaires, c'est forcément pour nous un des plus gros enjeux de demain. C'est la détection, la frappe chirurgicale en moyens naturels ou chimiques, mais à minima, réduction des intrants avec un objectif quasi zéro résidu, zéro phyto. Il y a déjà des démarches qualité qui sont engagées dans ce sens-là, qu'elles soient bio ou conventionnelles, avec zéro résidu. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est même paru dans la presse. Donc on a quelques, aujourd'hui, organisations de producteurs déjà engagées. La profession s'est bien sûr organisée pour pouvoir réaliser tout ça. Donc on a une ferme expérimentale pour les maraîchers nantais à Pont-Saint-Martin, où la place du numérique dans les travaux de R&D, je l'ai cité tout à l'heure pour les sondes capacitives avec rapatriement des données, retour aux producteurs d'informations de pilotage, en attendant les logiciels de gestion. On a également un phytotron donc, qui nous permet de pouvoir reproduire à vitesse grand V toutes les conditions culturales pour quasiment toutes les cultures. Faire la nuit pendant le jour pendant la nuit, l'hiver, l'été et l'hiver. Enfin, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec un phytotron. Et puis également donc, la gestion à distance des outils de pilotage. Demain, on a aussi une ouverture sur laquelle on travaille avec VGPolis pour l'agriculture urbaine, pour vérifier qu'on puisse, et là ça s'adresse plutôt aux jeunes générations, de créer des démonstrateurs de technicité très avancés et du savoir-faire des maraîchers. On a aujourd'hui un constat un peu malheureux sur la déconnexion entre le milieu urbain qui abrite quand même 80% de la population aujourd'hui et le milieu rural où on serait resté sur une vision parfois un peu passéiste de nos métiers qui serait peu adaptée aux nouvelles technologies. Donc on a ce regard-là très précisément sur l'agriculture urbaine et uniquement sur ce champ-là pour essayer d'indiquer aussi aux jeunes générations la haute technicité qu'on peut avoir dans nos métiers. Je suppose qu'on en reparlera plus tard. Voilà. Des innovations attendues, oui, bien sûr, parce qu'on cherche à se rapprocher, enfin on se rapproche et on est déjà très proche de certains, sur la question de la robotique et aussi sur la cobotique. La cobotique, chez nous, c'est des problèmes notamment sur la logistique. Malgré tout, la grande distribution nous demande de faire des efforts conséquents sur tout ce qui va être palettisation. Et si on est bien équipé de robots de palettisation chez nous, il reste des étapes forcément assez pénibles, assez contraignantes, où on va chercher la cobotique pour nous aider. Pas chercher le 100% résultat. Alors c'est peut-être dans les autres ateliers ou dans les innovations des start-upers qu'il faut peut-être aller chercher, où on a tendance à penser que le numérique, et la robotique et la cobotique vont nous apporter 100% de résultats. Or, nous, on cherche plutôt le 80%. S'il ne reste que 20% à faire, ce sera déjà pas mal. Ça nous amènera vers le 100% plus tard. Alors forcément, oui, robotique, cobotique pour récolte aussi. On a des productions type radis, par exemple, où on a eu des machines, outils de récolte, de bottelage de radis.
qui aujourd'hui sont des matériels qui étaient plutôt aux alentours de 100 150 000 euros. Je pense que sur la région nantaise, il y en a au moins une quinzaine qui sont dans les hangars à ne rien faire. Parce qu'on a cru à des miracles, la machine fonctionne bien, on fait des belles bottes, mais les bottes n'étaient pas conformes à un marché tel que le marché nous le demandait. Et l'évolution technologique faisant, à ce jour, ce sont des opérations purement manuelles. Peut-être que dans 10 ans, on retrouvera de la robotique sur ce type d'opération, mais aujourd'hui, on a plutôt fait une machine arrière, c'est le seul mot qu'il faut utiliser, où la technologie très avancée a terminé finalement un peu au placard. Voilà. Mais ce n'est que partie remise, bien sûr. On fait appel aussi au numérique sur la qualité et la traçabilité. Il faut savoir que plus de 80% des producteurs relèvent de certifications de type Global Gap, IFS. Et l'apport du numérique, c'est, bon, pour reprendre un exemple simple, mais on est déjà passé à des étapes supplémentaires, sur la partie GenCode, où aujourd'hui, on n'a plus l'interface producteur, GMS, consommateur. On passe directement de l'interface producteur-consommateur à un circuit court numérique. Voilà. Ça, c'est déjà développé depuis longtemps, où chaque consommateur, sur un emballage, peut retrouver le producteur qui l'a réalisé et dans quelles conditions. Mais également, ça ne peut s'accompagner, tout ce développement du numérique, que par la formation. Donc nous, on cherche à former les entrepreneurs et les salariés à s'approprier ces solutions pour grimper en compétences. Et la différence entre la formation et l'acquisition de compétences, elle est ici majeure. L'acquisition de compétences, c'est par petits bouts, par petits modules, en continu, s'approprier ce qui nous manque. La formation, c'est un système plus lourd, plus contraignant. On sait qu'on y va, on revient chez soi. Et après, on a un peu de mal à y retourner parce que la vie est ainsi faite dans une entreprise, c'est un peu compliqué. Donc on pense que c'est tout au long de toutes les minutes qui passent, à peu près au même rythme que ce que l'on reçoit comme information numérique, que les entrepreneurs et nos salariés, c'est un peu la direction à prendre, c'est-à-dire qu'il faut se former, non pas tout au long de sa vie comme on l'entend, mais à tout instant. Donc on crée des modules très courts, ça peut être des demi-journées, afin de réunir dans un même groupe des gens qui ont la même problématique pour pouvoir les élever en compétences. Et ça fonctionne plutôt bien. Un regard un peu particulier quand même sur le fait que la robotique, la cobotique, les outils du numérique, ça a été abordé tout à l'heure sur l'éventuelle disparition des emplois. Nous, on pense que cette montée en compétences, et là ça s'adresse bien donc aux étudiants de l'ESA, sera plus sur la question de la physiologie du végétal, en ce qui nous concerne, qu'il va falloir mettre le paquet. Parce que le numérique n'est qu'un outil, ce ne sont que des données. Par contre, la perception du végétal, ça c'est autre chose. Je pense qu'on n'a encore pas créé le capteur pour demain. En conclusion, le numérique et ses équipements de précision sont complètement intégrés chez nous. Les salariés s'en préoccupent, mais aussi les entrepreneurs et puis toute la filière. Les apports du numérique, ça facilite les tâches les plus basiques, qui peuvent être répétitives et exigeantes, donc pas forcément valorisantes. Enrichir l'information pour le pilotage des cultures. Un des grands enjeux en ce qui nous concerne sera la propriété des données que l'on choisit de mutualiser ou non. Je pense que c'est dommage que les collectivités territoriales ne soient pas là, parce que je pense que là où il faut développer des moyens, c'est sur la propriété des données. Il va falloir qu'on puisse avoir la possibilité de les conserver chez nous et de faire le choix de les mutualiser ou non. C'est un enjeu essentiel de compétitivité, je pense. La place de l'humain doit être essentielle dans le développement du numérique. Il faut pour cela garder la vélocité, la réactivité, la fluidité intellectuelle pour absorber ces mutations, tout en gardant une perception globale et transversale, d'où la nécessité de former différemment les acteurs de l'entreprise du futur. Le numérique et ses applications ne doivent pas être la source d'un repos intellectuel ou d'un appauvrissement intellectuel pour ses utilisateurs. Je crois qu'un des plus gros enjeux du numérique, on en discutera peut-être tout à l'heure, ce sera celui-là. Merci. Merci.